bienvenue à toi sur Nakama Chris, le podcast qui remet absolument tout en question, y compris sa propre existence. Ça fait extrêmement plaisir de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Le sujet de cet épisode, c'est, comme d'habitude, j'ai toujours mes petites notes sur le côté, les choses qui font que tu as l'impression que le bonheur t'échappe en permanence. Et surtout, comment est-ce que tu peux y remédier et donc enfin atteindre ce qu'on veut probablement tous sur cette planète, atteindre le bonheur plein et ultime. Voilà, c'est ce dont je vais tenter de traiter dans ce podcast. Ce ne sera pas une mince affaire, mais j'ai prévu pas mal de petites choses qui vont te faire voyager un petit peu l'esprit, et mon ambition avec ce podcast, bien évidemment, si tu l'as pas encore compris, c'est de tenter de soulever des questions pour tenter de te faire un petit peu réfléchir sur ta propre existence, bref, et donc d'améliorer ta vie et pourquoi pas celle des autres. D'ailleurs, ces erreurs, si on peut appeler ça comme ça, je suis sûr que tu fais une partie ou toutes les choses que je vais évoquer dans ce podcast, puisque moi-même, même si j'ai conscience de tous ces mécanismes, eh bien, je tombe moi aussi parfois dans tous ces pièges. Bref, à la fin de l'épisode, comme d'habitude, je vais te partager mes grandes conclusions sur tout ça, les patterns qui sont récurrents dans nos vies d'êtres humains, et si possible, je te partagerai également mes conseils pour vivre mieux et atteindre le bonheur ultime. Bref, on va traiter de tout ça dans cet épisode. Donc, je te souhaite une très bonne écoute. Si jamais tu es en voiture, en train d'aller au travail ou de revenir du travail, si tu es en déplacement tout simplement, si tu es en train de faire ton footing ou de faire ton ménage, je te souhaite une très bonne écoute. Et on rentre sans plus tarder dans ce qui m'a déclenché l'envie de te faire cet épisode. Et voilà, au cas où tu n'aurais pas compris, si jamais c'est la première fois que tu suis ce podcast, j'ai souvent envie de m'exprimer sur certains sujets, un petit peu questions de société, quand il m'arrive un truc dans la vie et que ça me fait un petit peu réfléchir et j'ai envie de te partager ces réflexions. Et donc le déclencheur de cet épisode, c'est que j'ai un collègue en photographie. Alors voilà, si jamais tu le sais pas, moi aujourd'hui je suis formateur en photographie, c'est ça mon métier principal. Et donc j'ai plein de collègues qui sont photographes. Et là en ce moment c'est la pleine saison des mariages. Et donc ce collègue de mariage, donc il me parlait d'un mariage qu'il allait avoir dans une semaine. Donc tu vois, on était le samedi et il me parlait du mariage qu'il allait avoir dans une semaine, donc le samedi suivant. Et il me disait, la mariée, elle est en train de péter un plomb par SMS, elle arrête pas de m'écrire. Et je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Et là, en gros, le gars me dit que la mariée est super stressée parce que elle regarde la météo. Et que la météo est en train de lui dire qu'il va probablement pleuvoir à son mariage. Voilà. Donc ce petit fait m'a encore une fois donné envie de te faire un podcast de, je sais pas combien de temps il va durer, 45 minutes, 1 heure, je sais pas. Voilà. Et donc, moi, évidemment, le truc que j'ai pensé tout de suite, et c'est le sujet de cet épisode, c'est que la mariée est en train de remettre l'intégralité de la responsabilité du bonheur de son mariage sur des facteurs externes, et donc, par définition, qu'elle ne maîtrise pas. Donc, je te le refais peut-être plus clairement si jamais c'était pas clair. Cette mariée est en train de mettre la responsabilité de la joie qu'elle va ressentir pendant son mariage sur la météo, facteur qu'elle ne contrôle absolument pas. Et de surcroît, j'ai envie de dire, la météo à J-7. On sait tous aujourd'hui que la météo, même à J-1 ou à J-2, elle n'est pas super précise. Alors regardez la météo à J-7 pour commencer à stresser pour rien, voilà, je trouvais que c'était un petit peu inutile. Et donc c'est de tout ça dont on va parler dans cette vidéo, j'allais dire, ou dans ce podcast, puisque ce podcast est visible en vidéo sur YouTube, mais si jamais tu m'écoutes sur Spotify, Deezer, Apple Music, Apple Podcast, d'ailleurs je ne sais pas comment ça s'appelle, eh bien tu peux également me voir sur YouTube. Et d'ailleurs si tu veux laisser ton petit commentaire, je t'invite à le faire sur la chaîne YouTube qui s'appelle Nakama Chris. C'est le nom du podcast, ça me semble assez logique. Donc, quels sont les autres facteurs externes sur lesquels on met souvent de la responsabilité, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, et donc qui vient nous pourrir la vie alors que par définition, on n'a absolument pas du tout la main dessus. Eh bien, là, je t'ai parlé de la météo le jour du mariage, le jour de ton mariage par exemple, ou le jour du mariage d'un de tes potes, mais on pourrait très bien dire la météo tout court.
Je sais qu'il y a des gens qui vont organiser, par exemple, un barbecue ce week-end ou qui vont organiser leurs prochaines vacances. Euh, tu te dis probablement que tu n'as pas envie de faire ce barbecue sous la pluie, ou tout simplement que tu n'as pas envie d'aller visiter cette ville ou d'aller à la plage pendant qu'il pleut. Je le comprends très bien. Malgré tout, c'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Donc on verra un petit peu plus tard dans l'épisode comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour vivre mieux ces situations. Mais en tout cas, une des choses que je peux te partager, c'est par exemple visiter une ville sous la pluie, ça peut être intéressant. Par exemple, tu peux te dire que tu vas, plutôt que de profiter à marcher 20 km dans la ville comme ce que tu aurais fait normalement, et moi aussi j'aime bien faire ça, hein, donc je te comprends si tu es déçu, tu pourrais par exemple profiter de ces quelques jours à Amsterdam ou à Londres pour lire et écrire dans des cafés. Il y a plein de cafés qui sont super sympas, l'ambiance est ultra travaillée. Tu pourras en profiter voilà, pour lire ton livre préféré, pour écrire des contenus comme ce que je suis en train de faire là, ou pour écrire ton livre, ça fait des années que ça traîne, c'est peut-être le moment de t'y mettre, ou tout simplement peut-être pour faire des visites de musées, visites de, je sais pas moi, de serres, jardin botanique en intérieur, voilà. Donc c'est simplement d'essayer de voir la situation sous un angle différent et de te dire comment est-ce que je peux profiter de cette situation, même si c'est pas la situation que j'avais anticipée à la base. Et d'ailleurs, pour les mariages, ce qu'on pourrait dire, c'est que souvent, on a envie de se marier et de faire le vin d'honneur ou le cocktail dans les jardins du château. Je le comprends parfaitement. Mais on pourrait aussi très bien trouver une très belle salle à l'intérieur du château dans laquelle faire le vin d'honneur. Tu vois, tout simplement. Bref, donc, dans ces situations-là, la situation de la météo, c'est le facteur que tu ne contrôles pas. Qu'est-ce que toi, tu peux contrôler dans cette situation? Eh bien, tu peux contrôler, par exemple, ta capacité à t'adapter, c'est-à-dire prévoir un plan B. Et c'est ce dont on a parlé. Accepter de visiter une ville sous la pluie, donc d'aller lire ou écrire dans un café ou d'aller visiter des musées, de prévoir un plan B pour le cocktail de ton mariage, par exemple, etc. Tu peux également t'adapter en prévoyant des vêtements qui sont adaptés, voilà, et pas en allant all-in en te disant moi je ne prends que des shorts et des t-shirts ou que des jupes et des robes parce que de toute façon c'est sûr il va faire beau, on part au Portugal. Peut-être pas. Et d'ailleurs pour avoir été au Portugal un certain nombre de fois, je peux te dire que quand il pleut là-bas, c'est pas de la rigolade. D'ailleurs, alors je parle essentiellement de Lisbonne. Lisbonne n'est absolument pas adaptée aux fortes pluies qu'ils ont pourtant régulièrement, puisque l'eau va vraiment faire des énormes écoulements dans les rues et créer de petites inondations assez régulièrement. Bref, et donc la dernière chose, c'est que tu pourrais éventuellement profiter du moment quoi qu'il arrive. Et ça, c'est accepter ton sort, accepter que tout ceci n'est pas dans ta zone de contrôle et te dire comment est-ce que je peux tout de même profiter, même si c'est pas ce que j'attendais à la base. Voilà, mais ça, on rentrera dans les détails un petit peu plus loin. Euh, Autre genre de trucs sur lesquels on n'a pas vraiment, voire pas du tout la main mise, mais qui nous fait quand même stresser, c'est par exemple la ponctualité des transports. Tu attends le train, tu attends le bus, tu attends ton avion, et voire même tu sais que ton train il est censé te faire arriver à une certaine heure pour que tu prennes l'avion, bah, je comprends parfaitement, puisque moi aussi je suis un être humain, je comprends bien que quand ton train a 1 heure de retard, il est possible que tu rates ton avion. Donc c'est normal que ça te fasse stresser, et moi ça me ferait stresser également. Mais malgré tout, la ponctualité des transports, bah, c'est pas quelque chose qui est dans ta zone de contrôle. Donc il faudrait lâcher prise sur toutes ces situations. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce genre de cas? On pourrait, par exemple, encore une fois, anticiper. Et donc ça voudrait dire, par exemple, soit partir plus tôt que prévu, donc en prenant un bus ou un train plus tôt que celui qui était prévu à la base, on pourrait faire ça. Mais on pourrait également se dire que à chaque fois, ton but, c'est de te retrouver dans la meilleure situation possible. Ce qui veut dire que si tu prends un bus et que ton bus a 15 minutes de retard, le mieux que tu puisses faire une fois que tu es dans le bus, ben, c'est de rien faire et de rester dans le bus. Voilà, tu vas pas descendre du bus et rentrer chez toi et prendre ta voiture. Tu vas pas descendre du bus et attendre un Uber. Le mieux que tu puisses faire maintenant, c'est de rester dans le bus. Voilà. Donc, quand tu es dans la meilleure situation possible parmi toutes les situations possibles, il n'y a pas à stresser. Il y a juste à se détendre un petit peu et à profiter du voyage, tout simplement. Troisième cas qui nous emmerde un petit peu dans notre vie quotidienne et pourtant on ne peut pas y faire grand-chose, c'est que parfois nous les êtres humains, on a tendance à avoir envie qu'un proche
change d'attitude ou de façon de penser. Voilà. Ça, c'est le genre de truc que nous, les êtres humains, on se dit, lui, c'est pas normal qu'il pense comme ça ou qu'il fasse ça. Donc j'espère secrètement qu'il va se mettre à changer. Spoiler, un être humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc toi, sur quoi est-ce que tu as du contrôle ? Qu'est-ce que tu peux faire si vraiment cette situation elle est stressante ou dérangeante pour toi ? Ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est communiquer clairement sur tes besoins et tes limites, sans exiger que la personne change. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime vachement, j'ai l'impression, dans notre société. C'est nos capacités à communiquer de manière générale, et donc à communiquer nos besoins et nos limites. Quand est-ce que tes limites sont atteintes et quand est-ce que tes besoins ne sont pas exprimés. Et ensuite, toi, tu peux choisir comment est-ce que la réponse à ce que tu as communiqué. Par exemple, si tu as communiqué le fait que c'était une situation qui te dérangeait et pour quelle raison, la personne ensuite elle peut décider soit de changer, soit de pas changer, soit de dire j'entends bien ce que tu me dis mais moi je vais pas changer, ou de dire j'entends bien ce que tu me dis, tu as raison, je vais essayer de faire des efforts, etc. Peu importe. Mais ensuite toi tu as le choix de comment est-ce que tu te comportes ensuite, c'est-à-dire est-ce que tu décides de te protéger et par exemple de t'éloigner de cette personne-là, puisque la relation dans ce cas-là peut-être devient toxique si les limites sont franchies de manière un peu trop régulière. Ou soit tout simplement tu peux accepter. Tu peux accepter, voilà, toi tu as donné tes desiderata, tu as donné tes besoins et tes limites. La personne, qu'elle les accepte ou non, tu acceptes son comportement une fois qu'elle est au courant de ce truc-là. Voilà, c'est à toi de choisir. Mais en tout cas, ça me semble toujours pertinent de communiquer clairement sur tes besoins et tes limites et ne pas attendre que la personne les devine. On va en reparler un petit peu plus loin. Également, ta capacité à inspirer un changement chez l'autre en incarnant toi-même ce que tu espères. C'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler l'exemplarité. Alors, l'exemplarité, ça me semble être un peu une utopie pour les êtres humains, puisque nous sommes des êtres, par définition, assez paradoxaux, y compris moi-même, même si j'ai l'air d'être quelqu'un de très cohérent, j'ai moi-même plein d'incohérences, et j'ai mis longtemps à l'accepter. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que trop de gens espèrent que ça va leur tomber sous le nez sans qu'ils aient rien à faire, tu vois. On espère que les autres vont changer parce que, opération du Saint-Esprit, un jour ils vont avoir l'étincelle. Mais tu pourrais toi aussi incarner le changement que tu veux voir dans ce monde. Je sais pas si c'est Gandhi, peut-être qui disait Bouddha, Gandhi je crois, qui avait une citation comme ça, soit le changement que tu veux incarner dans le monde. Ça me semble être assez important. D'ailleurs, spoiler pour toi, c'est agréable, je trouve personnellement, de devenir une meilleure version de soi-même, même si voilà, faut pas tomber dans les excès non plus, on ne vit pas que pour l'évolution et la progression permanente, et c'est également agréable de voir des retombées sincères. Donc quand tu vois que tes actions ont un impact positif sur les autres ou sur le monde, c'est quelque chose qui est très agréable. Et d'ailleurs, je pense que c'est en partie pour ça que j'ai créé ce podcast et les formats courts qui vont avec. Bref, dans le même registre, exemple numéro 4, il me semble, on pourrait mettre que tout le monde comprenne tes intentions ou tes émotions sans que tu aies besoin de les exprimer. Toi, ça te semble logique puisque tu es à l'intérieur de toi-même. Donc quand tu vis une situation qui te frustre, t'énerve, t'attriste, tu as l'impression que c'est normal, que c'est ce que tu ressentes. Mais il est fort probable que dans la même situation que toi, d'autres personnes ne ressentent pas l'émotion que toi tu ressens. Peut-être que pour d'autres c'est la joie, peut-être que c'est la tristesse, quand toi c'est la frustration. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc ce que je pourrais te conseiller éventuellement, c'est déjà d'avoir le courage de t'exprimer clairement, même si c'est pas parfait. C'est toujours difficile dans des moments où on ressent des émotions de les exprimer de la manière la plus claire possible, bien évidemment, mais je t'encourage à faire au moins une tentative, même si c'est pas parfait, ce sera toujours mieux que de ne rien dire. Voilà. Ce qui m'amène à te parler d'un des préceptes, je crois que ça vient des accords Toltec. Alors, les 4 accords Toltec, c'est un livre que j'ai pas lu, mais on m'en a souvent parlé, et je crois qu'il y a un des accords Toltec qui pourrait assez bien me coller à la peau, c'est celui sur les suppositions. Donc en gros, l'accord dit, même si j'ai pas lu le bouquin encore une fois,
qu'on ne devrait jamais supposer, on devrait toujours demander. Parce que quand on suppose quelque chose, et je t'invite à prendre ton quotidien et à laisser tourner ce truc-là en tâche de fond pour te demander, tiens, est-ce que là je suis pas en train de faire une supposition? Mais tu verras que nous, les êtres humains, on est très forts pour ça, pour supposer des tas de choses, mais en fait, on ne sait jamais où est la vérité. Par exemple, alors j'aime bien prendre des exemples sur la photographie puisque c'est mon métier de base, mais tu vois, par exemple, moi, si je fais une prestation, allez, disons que je couvre un mariage, je livre mes photos de mariage pour des mariés, et au moment où je leur livre, je n'ai pas de réponse d'eux pendant 48 heures. Imagine ce que je ressens. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme dans des photos, je leur envoie 800 photos, et j'ai pas de réponse. Pas de merci, pas de on adore, mais même pas de on déteste, tu vois. Donc t'es vraiment dans l'ignorance la plus totale. Et ça, c'est très très frustrant pour les photographes, et d'ailleurs, j'imagine pour tout prestataire qui livrerait quelque chose, un produit ou un service. Donc voilà, bon déjà, ça, si jamais tu engages un prestataire, n'oublie pas de lui faire un retour assez rapide parce que lui, il est en train de se décomposer de l'autre côté. Mais c'est pas là-dessus que je voulais venir, c'était plus sur le fait que moi, pendant ces 48 heures, ce qui se passe, c'est que ça tourne en boucle là-dedans. Peut-être qu'ils aiment pas, peut-être qu'ils osent pas me le dire, peut-être que ceci, peut-être que cela. En fait, il te suffit simplement de demander une petite relance. Voilà, je vous ai envoyé les photos il y a 2 jours, j'ai toujours pas de réponse, moi je commence à m'inquiéter. Dites-moi simplement si jamais il y a un problème. Voilà. Et là, tu peux être sûr que les gens te répondent beaucoup plus rapidement. Et souvent, ce qui se passe, pour pas dire toujours, les gens vont te dire en fait, il y avait 800 photos, donc on en a regardé une vingtaine, on a vu que c'était bien, et ensuite on a repris le cours normal de notre existence en attendant le week-end, qu'on se retrouve tous ensemble en famille et qu'on les regarde à ce moment-là. Voilà. Donc souvent, c'est juste que les gens, ils sont dans le flot de leur vie, et donc ils n'ont pas tout simplement pris le temps de te répondre, voire même ils n'ont pas encore pris le temps d'aller jusqu'au bout de regarder les photos, par exemple. Voilà, donc tout ça pour te dire, essaye, tant bien que mal, de ne jamais supposer. Et quand tu as un doute, de ne pas te faire des élucubrations, de te faire un arbre de pensée de ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela, ça pourrait être machin, s'il ne me répond pas ou si elle ne me répond pas, et tout simplement, tu demandes. Tout simplement. N'oublie pas également que tes compétences en communication, ce sont par définition, c'est une compétence. Et par définition, une compétence, ça s'améliore. Donc nous, les êtres humains, on devrait... Alors selon moi, il y a plein de choses qui ne sont pas enseignées à l'école. Par exemple, on nous apprend le théorème de Pythagore, qui peut être utile dans certains cas si tu fais par exemple du bâtiment. Mais c'est vrai que la plupart du temps, le théorème de Pythagore, et même pour moi qui étais un grand fan de mathématiques quand j'étais plus jeune, je vois bien que j'en ai pas l'utilisation au quotidien. Par contre, ce qui nous manquerait à l'école, c'est par exemple apprendre aux gens à communiquer entre eux. Moi, ça me semble tellement une évidence. Et d'ailleurs, apprendre aux gens à, je sais pas, par exemple, savoir se faire de l'eau potable ou savoir se faire à manger, ça me semble pas mal non plus pour la survie d'une population. Et pourquoi pas apprendre à gérer de l'argent, voilà, à comprendre comment fonctionne l'argent dans ce monde et comment est-ce qu'on fait pour le gérer. Ça me semble des compétences de base qui devraient être apprises à l'école. Mais bref, on va pas rentrer dans ce débat tout de suite. Tout ça pour dire que tes compétences en communication, ça se travaille. On pourrait ensuite, je crois que c'est l'exemple numéro 5, alors, chose qu'on fait, sur laquelle on met beaucoup trop d'importance, à mon sens, et du coup qui peut nous pourrir la vie, c'est le fait de vouloir recevoir des compliments ou de la reconnaissance de manière spontanée, alors même que toi, tu n'en prodigues pas. Comment est-ce que tu peux espérer que les gens complimentent ce que tu fais, ton travail ou ta production, et du coup te fournissent de la reconnaissance que tu penses peut-être mériter, et peut-être à juste titre, alors que toi-même, tu n'en prodigues pas. On revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'exemplarité, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Si tu fais toi-même des compliments spontanés aux autres, il est beaucoup plus probable que les autres finissent par t'en faire, tout simplement. Chose que tu peux faire également, c'est t'auto-valider, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire reconnaître tes propres efforts, ton courage ou ta progression, et donc en quelque sorte être fier de toi-même. Je prends souvent l'exemple d'une personne qui se met au sport pour changer physiquement. C'est difficile, même après 1 an de sport, c'est difficile de te regarder dans le miroir et de voir les résultats que tu as obtenus. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de prendre des photos régulièrement et de ensuite comparer un avant-après. Là, tu vois beaucoup plus facilement, fortement les résultats. Et d'ailleurs, pour moi qui suis entrepreneur,
donc formateur en photographie notamment, parfois j'ai l'impression que ce que j'ai bâti, c'est rien, tu vois, c'est rien du tout. C'est comme le salarié qui va, je sais pas moi, faire son pain tous les jours, il se dit, moi je suis boulanger, c'est bien beau, quoi, tu vois. Moi aussi, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, c'est rien. Mais parfois, certaines personnes me mettent mon propre nez j'allais dire dans ma merde, bon, faut pas exagérer, mais disons que parfois ma situation peut faire envie à d'autres, et c'est seulement là que je prends conscience qu'en fait, ce que j'ai bâti, c'est bien, et que je peux en être fier. Mais bon, je ne suis pas comme ça par définition, enfin pas je ne suis pas né comme ça, ou disons plutôt peut-être que j'ai grandi dans une famille dans laquelle c'était difficile d'être fier de soi-même, donc c'est peut-être pour ça que je redouble d'efforts. Bref, chose que tu peux faire également, c'est cultiver des relations où la reconnaissance est mutuelle. Tu trouves que cette personne, tu admires cette personne, ton pote ou ta pote, pour certaines choses et tu lui dis, peut-être que cette personne, elle t'admire pour d'autres choses et en fait, vous vous donnez de la confiance, de la reconnaissance plutôt mutuellement. Et ça, je pense que c'est assez agréable. Et en fait, le dernier exemple que j'ai prévu pour toi, juste avant qu'on passe à mes grandes conclusions sur tout ça, aux patterns que j'ai décelés et éventuellement à quelques conseils que je pourrais te donner en plus de ceux dont on vient de parler ici, c'est ne jamais vouloir tomber malade ou avoir de mauvaises surprises. Voilà, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de ne jamais tomber malade, de ne pas avoir de mauvaises surprises, un proche qui tombe malade, une facture qui arrive, mon enregistrement de podcast qui, en fait, ne s'était pas enregistré puisque j'avais oublié d'appuyer sur la touche REC. Bref, tu vois bien de quoi je parle. Donc encore une fois, toi, qu'est-ce qui est dans ta zone de contrôle sur ce genre de choses ? Eh bien, en fait, tu peux limiter les risques. Par exemple, si on parle de questions de santé, de tu veux pas tomber malade, eh ben, tes choix de santé au quotidien, ça va être ce que tu manges, combien tu dors, est-ce que tu bouges suffisamment ? Et voilà. Et là, j'ai envie de te parler d'un proche qui souvent tombe malade. Alors, c'est un pote qui est également entrepreneur. Et lui, il a comment dire, j'allais dire, il a une vie bien rythmée. C'est pas vraiment ça, c'est surtout qu'il charbonne beaucoup, tu vois. Pas forcément, de mon point de vue, de la manière la plus intelligente. Donc, je pense que si on optimisait un petit peu son business, il pourrait bosser 30 à 40% de moins tout en ayant le même chiffre d'affaires. Mais voilà, croyance limitante que moi je peux avoir aussi. Hein, je me sens pas du tout au-dessus du lot là-dessus. Mais en tout cas, du coup, il charbonne énormément pour un revenu qui est certes correct, mais il charbonne vraiment, vraiment beaucoup. Un truc du au moins 50 heures par semaine. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand mon pote il prend des vacances, et ben souvent il tombe malade. Et quand je te dis souvent, c'est honnêtement 3 fois sur 4. À chaque fois qu'il doit partir en vacances, son corps le lâche. Et alors, c'est mon interprétation. J'ai l'impression que, en fait, c'est juste qu'il s'interdit d'être malade, puisqu'il faut bien qu'il aille bosser tous les jours. Mais au moment où il se lâche un peu la bride, son corps se dit « Ok, là, j'ai quelques jours pour me reposer. Donc, t'inquiète pas, mon coco, je vais bien tomber malade, parce que là, t'as pas besoin d'aller au taf. » Et du coup, à chaque fois, il part en vacances et il est malade comme un chien. Donc ça, c'est le genre de truc, ne pas t'éreinter au quotidien pour un travail, c'est le genre de truc qui peut t'aider à aller mieux au quotidien et potentiellement sur le long terme. Alors, passons maintenant à la partie un peu grande conclusion sur tout ça. Alors, j'ai plein de petites choses à te dire que j'ai structurées comme j'ai pu. Et donc, j'avais envie de te parler alors, je ne sais pas si ça porte un nom, mais moi, j'ai appelé ça les 3 zones. Zone de contrôle, zone d'influence et zone de préoccupation. Je te mets un petit schéma sur l'écran, mais honnêtement, si tu ne me regardes pas, c'est pas très important, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Globalement, on peut imaginer ces 3 zones comme ce qui est dans notre zone de contrôle et ce qui ne l'est pas. Donc, imagine un cercle, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce cercle, c'est ta zone de contrôle. C'est là-dessus que tu as du contrôle. Les vêtements que tu portes, à quelle heure tu pars de chez toi, etc. Au-dessus, tu as un cercle un peu plus grand. Donc, par-dessus le cercle zone de contrôle, tu as un cercle qu'on appelle la zone d'influence. Donc, tout ça, c'est les choses sur lesquelles tu n'as pas forcément le contrôle, mais on ne peut pas dire non plus que tu as zéro impact. Donc, tu as un impact, mais il est quand même assez minime. Par exemple, moi, j'ai l'impression que quand je fais ce podcast
et que je tente d'ouvrir un petit peu tes réflexions, de faire évoluer ta vision du monde, etc., je ne suis pas dans ma zone de contrôle, puisque je ne peux pas contrôler ce que tu penses et je ne peux pas contrôler ce que tu fais. Par contre, je suis dans ma zone d'influence. Voilà. Je peux t'aider à, j'espère, à changer un petit peu ta manière de voir les choses, changer d'état d'esprit, changer ton niveau de conscience, etc. Donc là, je suis dans ma zone d'influence. Et au-delà, donc le plus grand cercle, celui qui englobe les deux autres, c'est ce qu'on appelle dans ce schéma la zone de préoccupation. Ça va être toutes les choses qui te préoccupent, mais sur lesquelles tu n'as ni contrôle, ni influence. Alors moi, honnêtement, dans ma vision des choses, j'ai envie de mettre là-dedans la politique, par exemple, tu vois. Même si en théorie, quand tu vas voter, tu es en fait en zone d'influence, puisque on va dire sur 70 millions de Français, ton vote compte pour 1 sur 70 millions. Donc tu es quand même en zone d'influence, puisque tu peux influencer le vote. Le truc, c'est que 1 sur 70 millions, on est proche du néant, donc moi je le mettrais plutôt en zone de préoccupation, c'est-à-dire les choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun levier. Par contre, si demain tu décides de t'engager en politique, alors de lancer ton propre parti ou de rejoindre un parti existant, là tu commences à arriver en zone d'influence. Mais par contre, tu n'es toujours pas en zone de contrôle. À quoi ça sert ce schéma des 3 zones, la zone de contrôle, la zone d'influence et la zone de préoccupation? C'est tout simplement pour te dire que dans une situation dans laquelle tu souffres, dans laquelle tu stresses par exemple, dans laquelle tu ressens des émotions négatives, pose-toi toujours bien la question, en quelle zone est-ce que je suis actuellement? Exemple, tu vas te marier dans une semaine, il est prévu qu'il pleuve, est-ce que c'est dans ta zone de contrôle, d'influence ou de préoccupation? Eh ben spoiler, la météo, c'est dans ta zone de préoccupation. Ça te préoccupe, mais tu n'as aucun contrôle sur la météo, et voire même tu n'as aucune espèce d'influence là-dessus. Donc, c'est dans ta zone de préoccupation. Et en théorie, si tu veux vivre un petit peu mieux, ce qu'il est conseillé par ce schéma, c'est que ce qui est dans ta zone de préoccupation, ça devrait en fait être 0% de ton esprit. Voilà, donc ton esprit devrait lui accorder une importance de 0. Alors je vois quand même plusieurs problèmes. Un problème qui n'est pas lié au schéma lui-même, mais le problème auquel j'ai pensé tout de suite en revoyant ce schéma, c'est que globalement, les médias ne t'aident pas à ça. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des médias traditionnels type télévision, journaux et aussi les médias télévisés qui sont arrivés sur Internet, globalement, leur business model, c'est de susciter le clic. Donc, ils vont te faire des articles ou des courtes vidéos sur des sujets assez sensationnels pour que tu cliques, que tu arrives sur leur site web. Et en fait, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Ils vont se rémunérer notamment avec la publicité sur le site web. Donc ça, c'est le business model des médias traditionnels. Ce qui veut dire que, eux, ce qu'ils vont faire essentiellement, c'est qu'ils vont tout faire pour te faire des articles racoleurs et sensationnels pour que tu aies plus de chances de cliquer dessus et donc que tu aies plus de chances de voir leur pub et donc pour que eux puissent gagner leur vie. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte il y a bien longtemps, c'est que l'humain possède un billet de négativité. Et c'est que si, par exemple, un média met en titre cet éleveur de chèvres du Larzac a fait 30% de chiffre d'affaires en plus, tout le monde s'en fout et personne ne va cliquer dessus. Par contre, si on titre... alors, il y a des choses que je peux pas dire, sinon je vais être obligé de les biper. Sinon, je suis pas encore monétisé sur cette chaîne YouTube, mais je pourrais me faire shadowban, donc je vais rien dire. Mais en tout cas, ces médias ont plutôt tendance à titrer des trucs très très dramatiques pour que tu aies envie de cliquer dessus. Et le problème, c'est que comme tous les médias font ça, nous, on vit dans un bruit ambiant, à la télé, dans la presse ou sur Internet, un bruit ambiant qui est ultra, ultra négatif et ultra amplifié. Et donc tout ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne nous aide pas à rester dans notre zone de contrôle, puisqu'on entend en permanence parler des choses qui sont en fait dans notre zone de préoccupation. Voilà, donc ça va nous préoccuper, ça va nous angoisser, tout ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, etc. Alors qu'en fait, on n'a absolument aucun contrôle, voire même aucune influence dessus. Et donc le deuxième problème, alors peut-être le problème que je vois à ce schéma, contrôle, influence, préoccupation, c'est que la zone d'influence, en fait, c'est quelque chose d'assez flou. Parce que
j'ai quand même constaté de manière assez flagrante autour de moi qu'il y a globalement deux types de personnes. Il y a ceux qui pensent que la zone d'influence n'existe pas. C'est-à-dire, ça, ce sont des personnes, et moi je ne suis pas du tout dedans, ce sont des personnes qui acceptent tout assez facilement parce qu'elles pensent que un humain, ça ne change pas. Lui, il est comme ça, ou elle est comme ça, et je l'accepte tel quel. Et de toute façon, je n'ai pas le pouvoir de faire changer l'état d'esprit d'une personne. Voilà. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans, puisque si je me reconnaissais là-dedans, je ne pourrais pas te faire ce podcast. Puisque si pour moi un être humain ne change pas d'état d'esprit, je vois pas pourquoi je m'évertuerais à faire ces vidéos, qui me font d'ailleurs extrêmement plaisir à réaliser. Hein. Voilà. Et donc, il va y avoir de l'autre côté, donc d'un côté les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de zone d'influence, mais de l'autre côté, on a les personnes probablement comme moi qui surestiment leur zone d'influence. Ce sont des personnes qui se battent jour après jour pour envoyer le monde dans une meilleure direction, ce que j'essaie de faire. Voilà, peut-être que c'est un peu utopique, mais c'est comme ça que je pense. Ou éventuellement pour te vendre des trucs inutiles. Voilà, donc cette capacité à penser qu'on a une zone d'influence, évidemment, c'est comme tout. C'est comme le nucléaire. Le nucléaire, on peut en faire du bien ou du mal, c'est-à-dire qu'on peut en faire de l'énergie pour les gens ou on peut en faire la bombe atomique. Et bien là, la capacité à avoir une zone d'influence, on peut en faire le bien ou le mal, donc on peut envoyer le monde dans une meilleure direction, mais on peut également s'en servir pour vendre des trucs inutiles, donc que les gens n'ont pas besoin, voire même quand ils n'ont pas d'argent. Bref, autre conseil que je pourrais te donner, qui est revenu globalement dans tous les exemples que je t'ai donnés avant, c'est accepter. Accepter que c'est comme ça et qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Accepter donc de lâcher prise. Et je sais que c'est difficile, puisque ces épisodes, en fait, si j'ai envie de te les faire, c'est que quelque part, je me reconnais dans cela, et donc quelque part, je me passe le message une nouvelle fois à moi-même. Accepte qu'il pleuve demain pour ton barbecue. Ensuite, je voulais te parler de... souvent, si on est déçu d'une situation, c'est parce que on attend quelque chose de cette situation. Alors que ce qu'on devrait faire, peut-être, c'est de ne jamais rien attendre d'une situation. Parce que si on n'attend rien d'une situation ou du comportement d'une personne, on ne peut pas être déçu. La seule chose qu'on peut être, c'est être heureux de ce qui se passe. Puisque si tes attentes, elles sont ici, à 0 sur 10, tout ce qui va se passer, si la journée se passe merveilleusement bien, à 10 sur 10, du coup, toi, tu seras bonheur ressenti 10 sur 10, puisque tes attentes étaient à 0. Mais si la journée se passe à 3 sur 10, si tes attentes, elles étaient à 0, eh bien, tu as gagné 3 points de bonheur. Tu vois ce que je veux dire ? Mais regarde la situation inverse. Si tes attentes, elles sont à 8 sur 10, ça veut dire qu'il y a déjà énormément de chances pour que la journée se passe moins bien que 8 sur 10. Par définition, il y a 8 chances sur 10 que la journée se passe moins bien que 8 sur 10. Donc si la journée se passe bien à 6 sur 10 et que toi, tu espérais 8 sur 10, eh bien, tu es déçu de 2 points. Bref, c'est peut-être une vision un peu mathématique de voir les choses. Je ne t'encourage pas à les voir de manière aussi factuelle, mais c'est juste pour te transmettre ce message de n'attends rien d'une situation et n'attends rien des gens, et tu seras forcément plus heureux que si tu as des too high expectations. Voilà. Désolé pour les non-anglophones, mais je pense que le message était clair. Autre chose que tu pourrais faire éventuellement dans ta vie pour ne pas stresser pour rien et arrêter de te faire du mal sur des facteurs externes, c'est par exemple quand tu te mets des objectifs, c'est de te mettre des objectifs sur ce qu'on appelle des facteurs internes et non des facteurs externes. Je vais te prendre un exemple sur moi-même, mais j'ose espérer que tu pourras faire des parallèles avec toi. Moi, par exemple, là, je suis en train de lancer ce podcast et je n'ai pas d'objectif externe. Par exemple, si j'avais des objectifs externes, ça pourrait être à la fin de l'été, je veux 10 000 abonnés ou je veux que mes podcasts y fassent 1000 vues. Tu vois, ça, c'est des facteurs externes. Je n'ai pas la main, je n'ai pas le contrôle sur le nombre de vues de mes podcasts et je n'ai pas le contrôle sur le nombre d'abonnés que je vais avoir. Par contre, sur quoi est-ce que j'ai la main ? J'ai la main sur les facteurs internes. Par exemple, le nombre de vidéos que je vais publier. Tu vois ? Si je me dis, jusqu'à la fin de l'été, je te sors un podcast toutes les semaines, et entre nous, j'espère que ça va durer plus longtemps que ça,
Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est dans mon contrôle. Mais je n'ai pas le contrôle sur est-ce que les gens ils vont s'abonner, est-ce qu'ils vont m'écouter jusqu'au bout, est-ce qu'ils vont revenir la semaine prochaine. Ça, j'en sais rien, tu vois. Donc, mettons nos objectifs sur des facteurs internes et non externes. La taille de tes pectoraux, par exemple, tu n'as pas de... je te conseille plutôt de te dire, moi, il faut que je travaille les pecs au moins 2 fois par semaine. Mais pas, je veux faire 7 centimètres de plus dans 3 mois, tu vois. Parce que, voilà, tu risquerais d'être déçu. Mais en tout cas, tu peux mettre en place un plan pour atteindre cet objectif si tu veux, mais il faudrait en théorie que ton objectif, ce soit le nombre de fois que tu travailles les pectoraux et pas le nombre de centimètres que tu vas prendre dessus parce que c'est un facteur externe. Tout ça, en fait, ça rejoint donc ça rejoint un petit peu la philosophie du stoïcisme. Alors moi, je ne suis pas un fan absolu de la philosophie du stoïcisme, je vais t'expliquer pourquoi, mais globalement, j'aime bien le concept. Alors, comme je ne suis pas un fan absolu du stoïcisme, je vais peut-être mal la décrire, mais globalement, de ce que j'ai compris, le stoïcisme, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et en gros, c'est un peu le sujet de ce podcast. Mais globalement, moi, ce que j'ai l'impression avec le stoïcisme, c'est que on est souvent quelqu'un qui va être très stoïque. Il est souvent dans une émotion neutre. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il va pas ressentir le côté très négatif, donc la souffrance, la tristesse, l'énervement, enfin la colère, etc. Mais le problème, c'est si tu fais ça, en fait, tu te fermes en même temps aux émotions qui sont positives, comme la joie, par exemple. Tu vois, ça, c'est un peu ce que je reproche à la philosophie du stoïcisme. Et en fait, au même titre, exemple en photo, puisque c'est mon métier premier, encore une fois, moi, en photo, ce qu'il faut faire, en tout cas, ce qu'il est bon de comprendre en photographie, c'est la lumière. La lumière, voilà, d'où vient la lumière principale, donc la lumière du soleil si tu es en extérieur, voilà, est-ce qu'il y a des bloqueurs de lumière autour de toi, où vont être créées les ombres, etc. Tout ça, c'est très important en photographie pour faire des photos qui sont vraiment marquantes et captivantes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ombre ne peut pas exister s'il n'y a pas de lumière. À partir du moment où de la lumière frappe quelque chose, un objet, c'est qu'il y a une ombre qui est créée quelque part. Voilà, c'est logique. Donc l'ombre ne peut exister que parce que la lumière existe, et donc par définition, la lumière ne peut exister que si l'ombre existe. Okay ? Au même titre que le bien ne peut exister que si le mal existe, parce que s'il n'y a pas de mal, en fait le concept de bien, il disparaît complètement, tu vois. Et donc c'est pareil pour les émotions, la joie ne peut exister que si la souffrance existe. Voilà, c'est bien normal. Donc moi aujourd'hui, je suis plutôt de ceux qui pensent que j'ai envie de ressentir de la joie, bien évidemment. Et donc je suis plus OK avec le fait de ressentir à certains moments de la souffrance, puisque ce sont les deux faces d'une même pièce. Voilà, je ne sais pas si c'était ultra clair. Et donc le dernier truc, c'est ce qu'on appelle les TCC. Je crois que c'est un concept de psychologie. Et donc ça s'appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, sans rentrer en profondeur dans les TCC, et en plus je ne suis pas un expert de la thématique, j'ai bien aimé une manière d'analyser le monde via les TCC. C'est 3 niveaux qui rejoignent un petit peu, qui ne rejoignent pas forcément la zone de contrôle, la zone d'influence et la zone de préoccupation, mais tu vas comprendre. Il y a les faits. Les faits sont incontrôlables. Les faits, ça va être par exemple, mon train est en retard, il pleut demain. Voilà, tout ça, ce sont des faits. Quelque chose se passe et c'est factuel. On ne peut pas le remettre en question. S'il pleut, il pleut. Tu peux demander à un vieux, ou à un jeune, à une femme ou à un homme s'il pleut. Si la personne te dit non et qu'il pleut, en fait, elle est juste dans le déni. Mais en soi, c'est un fait. Donc, dans les TCC, on a les faits qui sont incontrôlables. Ensuite, on a les pensées qu'on a à propos de ces faits. Donc, il pleut. Ça peut avoir plusieurs interprétations différentes. Moi, je peux me dire, c'est génial, il pleut, ça fait 2 semaines que j'ai trop chaud, je suis trop content de voir la pluie. En plus, je vois au loin qu'il y a de l'orage et j'adore regarder l'orage au loin. Tu vois, me mettre sur un point de vue en hauteur et regarder l'orage au loin ou aller à la fenêtre de ma chambre. Mais de l'autre côté, on pourrait voir une personne qui se dit, il pleut, merde, j'avais prévu d'aller promener le chien ou que sais-je. Tu vois, donc on a les faits, il pleut, et ensuite on a les pensées qu'on a à propos de ces faits. Elles peuvent être positives ou négatives, mais surtout, celles-là, elles ne sont pas incontrôlables.
elles sont contrôlables. Tu peux contrôler ce que tu penses. Donc si tu te disais, merde, j'avais prévu d'aller promener le chien, ça me fait chier, bah peut-être que tu peux te dire, en fait c'est cool parce que ce soir, j'aurai pas besoin d'arroser le jardin. Tu vois, les pensées sont modifiables. C'est ça qui est agréable. Et la dernière chose, qui est également sous notre contrôle, c'est le comportement qu'on adopte ensuite. Qu'est-ce qu'on fait de ce fait? Est-ce que je décide quand même, je dois aller promener le chien? Ben c'est pas grave, je décide quand même d'aller promener le chien. Je vais simplement mettre mon manteau avec ma capuche et je vais promener le chien et je vais profiter de cette chaude pluie d'été, par exemple. Et bon, ça c'est, je trouve ça vraiment cool parce que souvent on a tendance à le premier truc, la première émotion, le premier ressenti qui nous arrive dessus. J'ai souvent l'impression qu'on se le prend en pleine tête sans se dire est-ce que je peux pas prendre cette pièce et la retourner pour voir les choses sous un angle différent et notamment un angle positif. Je trouve ça vraiment très cool. Bref, alors, grande conclusion sur tout ça. Chose que tu peux faire, c'est te poser la question est-ce que c'est sous mon contrôle? Voilà. Si la réponse est non, eh ben tu le prends de ta tête et tu le mets à la poubelle. Voilà, tout simplement. Tu arrêtes de te questionner sans 7 ans sur qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'elle a pensé, il me répond pas, merde, il va pleuvoir demain. Voilà, tu le prends, tu le mets à la poubelle et à la limite, ce que tu fais, c'est juste, tu te dis comment est-ce que je peux m'adapter à cette situation, voire même comment est-ce que je peux profiter de cette situation. Je peux te partager encore 2 exemples là-dessus. Alors, encore une fois, avec la météo, moi qui fais de la photo, s'il pleut pour une séance photo, alors on peut soit annuler et décaler une séance photo, c'est tout à fait possible, mais on peut également décider de jouer avec la pluie. Alors je ne vais pas forcément t'afficher des photos à l'écran, mais j'ai fait des photos sous la pluie et ça donne des résultats, j'allais dire exceptionnels. Le mot est peut-être fort, mais en tout cas au moins original, puisque la plupart des gens, que ce soit des photographes ou des modèles, n'ont pas envie de se mouiller, donc ne vont pas profiter de ces conditions météo voilà, pour faire des photos, alors qu'en fait ça donne des trucs super originaux, puisque par définition personne ne veut se mouiller, donc personne n'en fait, donc ça donne des trucs très originaux, donc ça c'est très cool. Et alors ça c'est un exemple qui m'est arrivé, donc c'était en 2021, je faisais donc un lancement, donc je t'en ai parlé dans un précédent podcast, mais en gros je faisais une grosse opération de communication pour parler aux photographes amateurs, aux photographes apprentis plutôt, de ma formation sur la photographie. Et c'est un lancement qui s'est pas super bien passé. Et donc moi évidemment j'ai accusé le coup au début, je me suis dit putain comment ça se fait que ça s'est pas bien passé, la dernière fois c'était vachement bien. Bref, je me suis un peu posé, d'abord j'ai accusé le coup pendant un jour ou deux où je me sentais vraiment mal. Et ensuite, j'ai décidé, heureusement, de rebondir. Et donc, j'ai été poser des questions aux clients potentiels, donc les gens qui avaient montré un intérêt pour ma formation, mais qui ne l'avaient pas rejoint à ce moment-là. Donc, je leur ai posé des questions. Et c'était difficile parce que j'ai dû avouer que ce lancement s'était pas bien passé. Donc, quelque part, j'admets mon échec, en quelque sorte. Ensuite, je prends leur retour. Et donc, moi, je pourrais me dire, si j'étais un peu fermé d'esprit, je pourrais me dire... non, mais là, tout ce qu'ils me disent, moi, je suis pas d'accord. Je vais continuer comme j'avais prévu. Je suis sûr que ça marchera et les gens vont comprendre. Mais en même temps, si la grosse majorité de ta clientèle te dit que ça leur parle pas, bah, c'est qu'il faut le changer. Peut-être que l'argument marketing n'était pas le bon. Peut-être que le contenu du programme n'était pas le bon. Mais en tout cas, voilà. Je leur ai demandé. Je me suis mis un peu à genoux. N'allons pas jusque-là. Mais en tout cas, j'ai osé leur poser des questions pour avoir leur version des faits. Et donc ensuite, une fois que j'ai obtenu la réponse, j'ai pu adapter ma communication et le contenu de mon programme pour que ce soit plus adapté à leurs besoins. Alors que voilà, j'aurais pu rester sur ma première version et me dire moi j'ai tout bien fait, tout parfaitement fait, non mais c'est de ça que vous avez besoin. Voilà. Si les gens ne sont pas prêts à payer pour un truc parce qu'ils n'y voient pas de l'intérêt, de la valeur, ils vont tout simplement pas payer. Donc voilà, où j'ai réussi, ça a été compliqué quand même, mais j'ai réussi à apprendre j'allais dire mon échec pour en tirer des conclusions qui m'ont ensuite permis de continuer à vendre ce programme pour les années à venir. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, je me serais bien vite enterré la gueule. Avant-dernière chose, se mettre des objectifs sur des facteurs internes et non externes. Combien de vidéos je vais produire et non pas combien de likes je vais avoir. Et enfin, celui-là me semble assez évident. Arrêtez de regarder les infos sur la télé ou sur Internet parce que c'est vraiment basé sur des business models de merde. Moi, par exemple, ça fait 12 ans que j'entends plus du tout parler de tous ces sujets d'actualité.
Pourtant, toi et moi, alors je ne sais pas si tu regardes les infos un petit peu sur Internet ou à la télé ou peu importe, mais il est fort probable que toi et moi, on vive dans le même pays et donc, en théorie, avec les mêmes problèmes et les mêmes risques. Pourtant, ben, tu vois, ça fait 12 ans que j'ai pas regardé ou consommé des infos et il m'est rien arrivé de plus que toi. Tu vois ce que je veux dire? Juste, j'ai évité de générer un peu trop de cortisol et d'avoir des boutons plein la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Bref, si jamais tu as des choses à dire sur cet épisode qui a duré, je crois, pas loin d'une heure, eh bien, je t'invite à les mettre en commentaire sous la vidéo YouTube, chaîne YouTube Nakamakris. Et si tu as bien aimé ce podcast et qu'il te reste de la route à faire, je t'invite à regarder mon autre podcast sur un thème vraiment très très proche. Ces histoires valorisantes que nous racontent les gens et qui nous font du mal. Voilà, je te le mets quelque part par ici. C'était Chris, prends soin de toi, je te fais des bisous. Ciao!